Permettez-moi d'abord de faire l'économie de l'aspect protocolaire de ce discours, parce qu'il a été parfaitement cité par mon prédécesseur. Mesdames et messieurs, c'est avec un honneur, une fierté que je préside ce matin la cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale pour l'harmonisation des symboles de l'État, une des initiatives les plus salutaires dans l'œuvre de fondation de l'État, sous le leadership du président de la transition, chef de l'État. L'intérêt pratique et la portée hautement historique de cette semaine d'imprégnation, d'approbation, de rectification, de sensibilisation, mais aussi de communication à l'attention des citoyennes et citoyens de notre pays quant à l'utilisation et le respect dû au symbole de l'État n'est plus à démontrer. De mémoire de Maliens, c'est la première fois, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, qu'un gouvernement organise une activité d'envergure nationale durant toute une semaine consacrée exclusivement au symbole de l'État, dans le but de parvenir à une utilisation harmonisée de l'ensemble par l'ensemble des responsables et des agents de l'État et de ses démembrements. Je suis d'autant fier de présider cette cérémonie d'ouverture et réconforté que cette activité se tient à un moment où les Maliennes et Maliens doivent se convaincre du caractère irréversible de la nouvelle voie que nous avons choisie en toute souveraineté pour bâtir un Mali nouveau, avec un citoyen nouveau, conscient de ses responsabilités et attaché au respect des valeurs d'intégrité, de probité, de loyauté et d'égalité. Cette semaine dédiée au symbole de l'État n'est en réalité qu'une activité visant à faire assurer le respect scrupuleux des textes quant au symbole de l'État, en ce qui détermine les modalités ou les circonstances dans lesquelles ils sont utilisés par les personnes qui en ont le pouvoir et la responsabilité du respect qui leur est dû. Au-delà de la référence identitaire pour chaque État, les symboles fondent l'appartenance de chaque citoyen à un État donné et il crée et cultive chez lui, chez ceux-ci, le sentiment patriotique, nationaliste, citoyen et républicain. Mesdames et messieurs, les valeurs sociales, culturelles, sociétales et culturelles de notre pays sont un héritage historique avec la succession des grands empires qui ont marqué le monde, ainsi que les options politiques, géopolitiques et géostratégiques qui ont servi de déterminants pour donner des valeurs de référence à la jeune République du Mali en 1960. Il s'agit incontestablement d'un moment glorieux de notre histoire. Notre pays marqué par l'acquisition des symboles de l'État pour l'identifier dans le concert des nations. Ces valeurs et symboles ont fait vibrer les cœurs des Maliennes et des Maliens dans toutes les actions pour jeter les bases de la construction nationale. Les pères fondateurs de la nation malienne ont joué leur rôle en donnant un jeune État au Mali. Ces repères identitaires tout en indiquant la voie à suivre pour assurer le développement de notre pays. Il nous appartient à présent de maintenir le flambeau et de monter notre patriotisme, notre citoyenneté et notre sens républicain à travers le respect dû au symbole de l'État. Mesdames et messieurs, l'organisation de la semaine pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État a été décidée par le gouvernement suivant les hautes instructions du président de la transition afin de répondre aux préoccupations actuelles liées notamment à la méconnaissance des symboles de l'État, souvent par les agents de l'État et ses démembrements, à leur confection illégale par des personnes non habilitées, mais aussi à leur utilisation illégale et souvent frauduleuse. En effet, il est inadmissible que les symboles de l'État, notamment le drapeau national, l'hymne national, les sceaux et les armoiries ainsi que la devise puissent être utilisés différemment par les agents de l'État ou les dépositaires de l'autorité publique, laissant très souvent les citoyens perplexes face au constat d'incongruité
de confusion et de cacophonie. Dès lors, il s'avère absolument nécessaire de revisiter le texte sur les symboles de l'État, d'assurer la plus large diffusion auprès de tous, notamment en utilisant les langues nationales, de sensibiliser et de former aux besoins les agents publics utilisant les symboles de l'État, mais aussi de veiller à la confection et à l'utilisation des symboles dans des conditions légales. C'est la raison pour laquelle j'engage le ministre des Droits de l'Homme, de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner une suite appropriée aux pertinentes recommandations formulées par le comité d'organisation de cette semaine nationale. Il s'agit pour le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme d'assurer la plénitude de ses attributions spécifiques par lesquelles il a l'initiative et la responsabilité des actions en matière d'authentification et de protection des sceaux de l'État. À cet effet, je voudrais assurer, Monsieur le ministre, de l'engagement et de l'accompagnement total du gouvernement. Mesdames et Messieurs, les constats préoccupants qui ont été faits à la bonne et conforme utilisation des symboles de l'État interpellent tous, toutes et à tous les niveaux, institutions de la République, administration d'État, des collectivités territoriales et autres structures employant des agents de l'État. Cette semaine nous offre l'heureuse occasion de nous approprier ces symboles de l'État, d'en maîtriser davantage leur signification et leurs valeurs, et les valeurs dont ils sont porteurs, et de veiller à leur utilisation dans des conditions conformes à la loi. Ce faisant, les différents responsables et agents de l'État et de ses démembrements contribuent à une utilisation harmonisée des symboles, quelles que soient les circonstances de lieu, de temps et d'espace. À cet égard, je voudrais inviter les uns et les autres à tirer le maximum de profit de cette semaine en prenant part activement aux échanges et aux rencontres programmées. Puisque les symboles de l'État s'adressent également aux citoyens qui ont l'obligation légale de les respecter dans des conditions bien déterminées, il est tout à fait normal de les mettre au centre de cette activité à travers nos communications adaptées afin de leur permettre de connaître davantage les symboles de l'État, leur signification, les circonstances dans lesquelles ils peuvent être utilisés, ainsi que les comportements qu'ils doivent avoir face à certains symboles tels que le drapeau national et l'hymne national. Pour les citoyens maliens que nous sommes, cette semaine est une belle opportunité d'aller à la découverte ou à la redécouverte des symboles de l'État, fondement de notre identité nationale. Aux hommes des médias, je voudrais dire qu'ils ont un rôle fondamental à jouer dans la réussite de cette activité, car il s'agit, par les rencontres, les présentations, les échanges, les témoignages et les expositions, d'expliquer aux citoyens la portée de cette activité, mais aussi de sensibiliser sur le respect dû au symbole de l'État. Mesdames, Messieurs, je voudrais adresser ici, de façon très solennelle, toutes mes chaleureuses félicitations à Monsieur le ministre garde des Sceaux pour la bonne organisation de cette activité. Vous savez, je reviendrai là-dessus, tout le monde dit « Ah oui, on a pris Kidal, donc c'est fini. » Oui, il n'y a d'imité. La lame de fond en profondeur qui transforme le pays, vous le trouvez dans tous les ministères, particulièrement au ministère de la Justice. Si les juges vous disent les réformes qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, vous allez montrer qu'ils montent en puissance, mais avec des grands coefficients. Donc eux aussi, ils montent en puissance. Et le ministre de la Justice est dans ses bons droits et les juges de le réclamer. Vous savez, souvent quand j'écoute leurs discours, la dernière rentrée solennelle, j'ai tenu moi-même à récupérer tous les discours et les relire. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai vu en filigrane la volonté de changement chez les juges. Ils n'étaient pas obligés de le dire, mais quand on le lit, on le sent très bien. Mesdames et Messieurs, j'adresse mes vives félicitations aux membres du comité d'organisation de cette semaine nationale qui, durant près d'une année, ont travaillé dur, non seulement pour produire un rapport général assorti de pertinentes recommandations, mais aussi pour avoir organisé les activités proprement dites de la semaine autour de l'exploitation des résultats.
Ces félicitations s'adressent également à toutes les personnes dont l'engagement, l'expertise, la disponibilité d'esprit ont permis au comité d'atteindre ces objectifs. Vous savez, l'un des premiers intervenants ici, quand je l'ai vu faire son développement, peut-être beaucoup ne savent pas, vous savez, il paraît que quand les ingénieurs viennent dans la politique, ils sont très faciles à faire tomber. Ce monsieur, j'ai fait le lycée avec lui dans les années 70. Et je le vois donner des cours de droit à des juges. Alors qu'il a fait le lycée technique dans les années 70. Comme quoi, les journalistes disent que la presse mène partout, mais je crois qu'être ingénieur, ça mène partout. Parce que chez nous, on dit qu'il n'y a rien d'impossible. Tout est une question de temps. Je voudrais donc saluer M. Koulibaly et dire que désormais, je vais demander, je crois que vous avez complètement abandonné les technologies, l'information et la communication pour vous consacrer à la politique. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai écouté votre discours. Je voudrais aussi saluer Najib. Vous savez, ça fait toujours plaisir, un haut responsable, quand vous voyez que vous apprenez avec vos cadres nationaux. À un autre moment, on aurait invité des étrangers qui allaient venir nous impressionner. Mais là, c'est des gens qui sont là-dedans tous les jours. Il leur suffit juste d'avoir la confiance de leur chef, de les mettre dans les conditions. Rien n'est impossible. Désormais, impossible n'est plus malien. On est tous d'accord. Je voudrais donc vous féliciter. Vous savez, hier, j'ai participé à une conférence sur les relations entre les institutions, entre les pouvoirs, à partir de la nouvelle constitution. Vous savez ce qui m'est revenu, j'ai fait leur développement là-bas. Tous ceux qui sont dans cette salle-là, regardez-vous seulement. Si on fait le décompte, vous allez trouver les 90%. Au 18 août, ils n'étaient pas pour le changement. Pour diverses raisons. Parce que dans la population, j'ai dit qu'il y a toujours trois grandes composantes. Vous avez la grande composante, ça c'est le peuple. C'est les 90 à 98%. Et vous avez les mourmourous là, les deux autres composantes. Ceux qui détiennent le pouvoir, 1% à peu près, et les autres. C'est les deux là qui se battent pour avoir la confiance du premier groupe. Dans ce premier groupe, il y a plusieurs éléments d'appréciation. Il appartient donc à chaque groupe de bien expliquer, de convaincre pour se faire accepter. Le président a l'habitude de nous dire le centre de gravité du pouvoir de la transition doit être le peuple. Aussi longtemps que le peuple va être avec la transition, ce serait un pouvoir immunisé. Tous ceux qui ont intervenu dans la salle, la quasi-totalité, étaient parmi les 98%. Mais lorsque le changement a eu lieu, c'est comme ce que je viens de dire, notre pays prend une nouvelle orientation. J'ai regardé récemment les présentations de vœux. Les présentateurs, c'était tous, il y a 3-4 ans, les mêmes qui présentaient les vœux. À part un, le président du Conseil national de transition. Les trois que j'ai suivis étaient tous de la série. Mais quand vous écoutez les discours, on dirait que c'est d'autres personnes. Quand j'ai échangé avec le président, il me dit l'important, c'est les nouvelles orientations du pays. Tous les Maliens aiment leur pays. Et c'est pour cela que j'ai expliqué à beaucoup de gens qu'en 2021, on avait un problème. La case Mali brûlait. Il y avait des enfants qui voulaient débattre d'élections. Il y a d'autres qui disaient, tenions d'abord le feu. Ces deux ne pouvaient pas s'entendre. C'était aussi simple que ça. Mais quand Kidal a été pris, le feu est éteint. Ça, c'est grâce à Dieu, grâce à notre armée, grâce aux chefs militaires, grâce à la vision du président de la transition. Mais après, construire la paix, une minorité ne peut pas le faire. C'est tous les Maliens. Et c'est pour cela, quand il a mis en place le comité intermalien, j'ai dit que c'était un choix politique, idéologique, stratégique et historique. Parce que chez nous, en général, quand une équipe gagne, il
et balaient les autres. J'ai vu des gens qui ont fait la prison ici, jusqu'après les élections, après on les a libérés. Ils n'ont rien fait. Leur seul tort, c'est ce qu'ils ont été. Maintenant, chacun est jugé pour ce qu'il est. Parce qu'on était tous des Maliens, différentes raisons. Moi, j'étais dans ma famille, dans mes oncles, il y a des gens qui soutenaient l'ancien régime. Pendant que des cadres utilisaient le drapeau de cet ancien régime pour détourner l'argent destiné aux militaires, qu'on enfonçait dans les fosses communes. Lui n'était pas au courant. Si aujourd'hui on lui explique que l'armée malienne a pris Kidal, que tous les Maliens doivent faire aujourd'hui l'union sacrée autour des autorités de la transition, indépendamment de ceux à qui ils ont partenu. Je pense que c'est ça le bon leadership. Et c'est pour ça la qualité de ce qui se passe chez nous, c'est effectivement le leadership. C'est le même pays, c'est les mêmes terroristes, le sponsoring est devenu plus puissant d'ailleurs, mais on les a renvoyés de notre pays. Parce que la façon de faire a changé. Et cette façon de faire, il faut bien l'analyser. Vous savez, moi j'ai regardé les pays, comment ils se sont transformés. Dans les années 90, il y a des gens qui se sont levés, ah ouais, on va changer le pays. On ne fait plus de politique. C'est les économistes, c'est ci, c'est là. Il y a un autre pays, on a dit non, c'est la politique qui tient. Si on n'avait pas un nouveau leader, malgré qu'il est militaire, mais en réalité c'est un stratège politique, rien n'allait changer. Il y a un pays où le président a dit que le chat soit gris ou blanc, qu'il attrape la souris. Ça veut dire qu'un pouvoir ne vaut que par l'amélioration des conditions de vie des gens. Capitaliste, socialiste, social-démocratique. Ça, c'est le débat entre politiciens. Mais il y a un autre pays où on a dit, ah oui, on va seulement on laisse la politique. Leur pays s'est désintégré, le monsieur l'a fui. Il faut avoir une claire conscience que c'est les choix politiques qui sont partagés ou que le pouvoir doit travailler à faire partager par le maximum de citoyens qui font avancer un pouvoir. Mais chez nous, ah oui, moi je ne fais pas de politique. Moi je suis entré chez un président une fois, il me dit qu'un premier ministre est venu au Mali. Il vient chez le président, il me dit comment vous gouvernez votre pays. Dès que votre premier ministre m'a dit, il me dit, ah non, moi je ne fais pas de politique. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous lui avez répondu? Il dit que lui, la souris, n'a rien dit. J'ai dit, parce que vous êtes politique. On dit que vous êtes militaire, mais vous êtes un politique en réalité. Un pays, c'est la politique, l'orientation politique du pays. C'est après qu'on organise, si les gens sont suffisamment intelligents, de connaître leurs limites, d'organiser la société. Au Mali, en réalité, je disais au début, au 18 août, beaucoup d'ici n'étaient pas avec le pouvoir, mais ce n'est pas péjoratif du tout. Chacun avait ses éléments, les 98%, là, chacun avait sa façon de les analyser. Mais quand il y a eu le changement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que beaucoup parlent de ce qu'ils ne savent pas. On a fait un temps d'errement. Mais après, les gens se sont retrouvés. Ce que je vous dis, dans la nuit, le CTSP et le M5 se sont retrouvés pour poser la nouvelle balise pour le Mali. Ce jour-là, il y a un pacte d'honneur qui a été signé ce jour-là. Tous les débats sur le CNT, il est illégal, il est illégitime, mais on les a enterrés ce jour-là. Qui voulait être président? Il y avait parmi nous qui voulait être président de la transition. Ils l'ont enterré ce jour-là. On s'est entendu que le premier ministre va venir du M5, point à la ligne. Tous les autres discours doivent être conjugués au passé. Parce qu'on était dans une logique de compromis politique, dynamique et historique. Celui qui enlève ça et vous restez dans les anciens débats, vous perdez le temps. Et les deux partis ont respecté à la lettre ce que nous sommes dit là-bas. Le président a respecté à la lettre. Le président de la transition a respecté à la lettre. J'ai l'habitude d'appeler les uns et les autres. J'ai dit, le Parlement, c'est là un lieu de débat. Par nature contradictoire. Un Parlement, c'est comme un jardin. Plusieurs fleurs fleurissent. Ce n'est pas un camp militaire où on donne des ordres. Mais après les débats, le président du Conseil national de transition, il a pesé de tout son poids en août 2021 pour faire accepter le programme d'action gouvernemental. C'est ça l'engagement politique. Maintenant, ce que les gens peuvent dire dans les couloirs, leur opinion, mais ça c'est leur droit. J'explique ça régulièrement aux politiques. N'écoutez pas des candidats pour
pour se mettre à juger un haut responsable. Moi, je juge toujours chacun suivant les engagements initiaux qui ont été pris. Il a fait respecter à la lettre ce qui était convenu. Le ministre de la Défense, il a préparé dans la plus grande discrétion avec le chef de l'État ce qu'on a appelé la grande offensive militaire à partir de mi-décembre 2021, qui nous a conduit à Kidal. Ce qui était pour des élections, il faisait autre chose. Parce que si on élisait un président, il serait déjà tombé. Parce que la cause fondamentale des changements de régime dans les pays africains, c'est l'insécurité. Donc tant que cette question n'est pas résolue, aller à des élections, c'est pour tromper le peuple. C'est important de le comprendre. À la même période, l'aile politique a fait son travail sous la confiance du président de la transition. Avec son autorisation, nous avons été parlé au nom du peuple malien. Avec son soutien, on a organisé les assises. Mais lorsque le gouvernement se formait, la majorité des gens ne voulaient même pas des assises. Et les civils et les militaires. Mais aujourd'hui, c'est les assises, le référentiel. Ça, c'est le travail politique. Le président nous a posé une seule condition. Il dit, faites en sorte que les Maliens adhèrent à ce qui se fait au gouvernement. Les assises ne doivent pas être une camisole de force. Il faut que les Maliens l'acceptent. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que les militaires qui ont arrêté cette dérive, les civils qui étaient dans la rue, chacun avait son opinion, il fallait une compréhension partagée du sens du changement. Mais eux, ils sont passés les Maliens. Il fallait appeler les autres Maliens, les 90% là, qui n'étaient pas dans les manifestations pour diverses raisons, pour les écouter eux aussi. Parce que les Mali, c'est eux aussi. La minorité de 2% là, ne peut pas diriger le pays. Sinon même 1%. Ils allaient continuer à se bagarrer ou bien se retrouver pour faire un partage de gâteaux et laisser végéter les autres dans les problèmes. Et c'est pourquoi j'ai dit à beaucoup de gens que notre transition, tout le monde le regarde. Nous devons écouter les dirigeants, ce qu'on dit à côté. Mais rester chevillé à l'objectif essentiel. On s'est retrouvés, parce que si ces militaires-là échouaient, Dieu nous en garde. J'ai dit aux responsables du M5, les prochains couteaux c'est pour vous. Quand tout est fini, on va ramener notre pays dans la situation pire qu'avant. Et donc nos destins sont liés. Tout ce qui peut leur permettre de réussir, il faut le faire. Parce que la contradiction principale, c'est régler la question de sécurité. Il fallait donc se battre pour détricoter cette chemise de force qu'on a mise sur la tête du Mali. Communauté internationale, MINUSMA, Barkhane, G5 Sahel, Takuba, Abbé, zéro. Et ça, sans les militaires, on ne pouvait pas les détricoter. Il fallait donc les soutenir dans leur travail. Et sans la diplomatie, expliquer au monde entier pour que les Maliens et tout le monde comprennent. C'est comme ça qu'on s'est battu sous la haute direction du président pour que les 90 à 98%, là, les 1% là, ils parlaient dans la rue, mais ils les ont pas. On a créé toutes sortes d'associations, élections, mais qui les écoutait? Parce qu'ici, dans cette salle même, les 90% des gens ne pensaient pas qu'il était possible de prendre Kidal. Mais l'armée l'a fait. Aujourd'hui, toutes les autres tendances dans nous doivent suivre pour que dans d'autres domaines, ce qu'on pense impossible soit réalisé. Faire la vraie politique, ce qui est nécessaire, ce qui est possible pour notre peuple, il faut chercher à l'atteindre et aller jusqu'à trouver ce qui est nécessaire. Aussi longtemps qu'on n'avait pas libéré Kidal du joug des forces internationales qui nous trompaient, du joug des groupes terroristes, il n'était pas question de parler du Mali. Mais on ne peut pas avoir le même langage que celui qui va dans une ambassade prendre un petit déjeuner, il sort, il dit oui, le Premier ministre, là, le discours qu'il a été tenu à l'ONU, ça n'engage que lui. Mais je lui ai dit, monsieur, mon ami, toi tu peux aller faire des élections chez toi. Tu ne peux pas aller. Moi je ne peux pas aller chez moi. Donc arrêtez de suivre ce que les autres disent. Mais pendant ce temps, on a continué. Le premier a soutenu tout ce que le Premier ministre voulait faire. J'ai expliqué aux uns aux autres. Tout ce que le président fait,
Quand je ne suis pas d'accord, je lui le dis. Je tire les conclusions. Tous mes chefs j'analyse philosophiquement et politiquement, historiquement aussi nous amènent. Si je n'étais pas d'accord, tout le monde sait. Parce qu'il était convaincu que si ces jeunes-là n'échouent, c'est fini pour le Mali. Mais pour l'essentiel, toutes les décisions qui ont été prises sont salutaires. Toutes sans exception. Au début, je vous disais, on prenait les 5 colonels. Et un jour, il m'a dit, monsieur le ministre, c'est toute l'armée. Ceux qui sont sur le terrain, là, s'ils n'étaient pas là dans les colonels, là, ne peuvent pas. Et ça, c'est très profond. Les politiques qui pensaient que c'était comme avant, on a gagné, donc c'est pour nous. Il a dit, faites attention. Cette question des 5 colonels, là, est adaptable. Il faut parler de l'armée malienne. Un jour, on fait un défilé. Je vois les hélicoptères qui tournent, avant on n'en avait pas. Je regarde les anciens chefs d'état-major assis. J'ai dit au ministre de la Défense, mais qu'est-ce que ces messieurs-là pensent? Il m'a fait un raisonnement très philosophique. Il m'a dit, monsieur le ministre, vous savez, ces gens-là, c'est les mêmes gens que nous. C'est les mêmes. Il était privé des moyens d'action. Les moyens qu'on a et les conditions de vie, il ne les avait pas. Effectivement, c'est vrai. C'est les mêmes militaires, les mêmes pays, moins d'argent, et on a chassé les terroristes. Parce qu'avant, c'est les politiques des gens qui décidaient de tout. On remplissait des karmas, je le sais. On met des tenues militaires, on les amène au front, ils n'ont jamais fait l'armée. Parce que des gens ont fricoté à Bamako pour faire une liste bidon. Parce qu'on veut placer des gens. Où on dit qu'on envoie 500 militaires dans un camp. Au moment de partir, il y a des gens qui s'arrangent avec certaines personnes. Il n'y a que 200 qui partent. Tout ce qui est sorti, c'est détourné. Les 200 qui partent, en réalité, on ne donne pas les fusils aux gens. Il y a peut-être que 50 qui ont les fusils. Arrivé là-bas, peut-être qu'il y a 25 qui ont des chargeurs. Pour toute arme, ils n'ont qu'un chargeur. Quand les terroristes les étudient, avec leurs sponsors étrangers qui disent qu'ils sont venus nous aider, un jour ils tombent sur eux. Ils savent qu'ils sont 25 seulement au lieu de 300. Mais ils les tuent tous. Mais celui qui a tué ces militaires-là, ce n'est pas un militaire. C'est celui qui a acheté les armes. Les militaires n'achètent pas les fusils, ils n'achètent pas les armes. Celui qui a acheté là, c'est à lui qu'on va donner les micros en Occident ou sur la radio. Pour dire qu'au Mali, il n'y a pas de militaires. Dès que vous tirez, il fuit. Mais si vous avez un chargeur, l'autre a une longue chaîne de terroristes, à la première minute, vous balles finissent. Qu'est-ce que vous faites? Celui qui a fui, ce n'est pas lui. C'est les politiques qui ont acheté. Quand Takuba était là, on ne pouvait même pas acheter des lunettes à vision nocturne. Sur une partie de notre territoire, quand on veut s'envoler, on nous dit non, c'est le lieu d'entraînement des forces internationales. On dit mais qu'est-ce qu'elles font? On avait cette camisole là sur la tête. On a amené l'aménagement au centre. Ça n'a pas été dans les résolutions de l'aménagement. On nous casse le centre pour qu'on oublie le nord. Où on crée un État, on crée des bases, on exploite l'or, on sort avec. Récemment, moi j'ai vu à la bourse des valeurs de l'or d'un pays de l'OCDE, il y a un pays qui a été exposé l'or qu'il a importé du Mali. Quand je suis venu calculer ça, comparé à l'or qui est dit exporté vers chez lui, vous savez la différence, c'est le budget de l'État malien. Ça a été volé en cours de route par des individus. Et tout ça, on le fait sous le couvert de la démocratie. Ça veut dire que l'AES, si c'est bien géré, les citoyens vont vivre beaucoup mieux. Vous avez 2 080 000 km². Première puissance en coton, première puissance en or. Un grand fleuve, avec des bons dirigeants. Nous allons aller loin. Et c'est pour cela que j'ai dit à tout le monde, les derniers discours de nos chefs militaires, qui ne parlent pas beaucoup, tous les politiques doivent les connaître, les vulgariser, expliquer aux uns aux autres. Et ils sont des hommes de terrain, mais le temps, on le sait. Vous savez, les philosophes ont dit, la pratique sans vérité, là, elle est aveugle. Disons la pratique sans théorie. Et la théorie sans pratique, elle ne va nulle part. Et c'est des hommes de terrain, c'est des praticiens. Il nous appartient, aux hommes politiques, les 1% là, d'expliquer au reste des 80 à 98%, pour expliquer ce qu'il y a dans les contenus de ces discours-là. Pour ceux qui regardent le discours du président
Le 16 janvier, il l'a fait en Bamanaka. Bon, quand on est sorti d'ailleurs, j'ai dit aux camarades, on va lui envoyer la carte d'honneur du premier homme politique du Mali. Il dit qu'Allah lui ne fait pas de politique. Bon, ça c'est pour détendre un peu l'atmosphère. Mais le lendemain, le président du Burkina a parlé. Le lendemain, celui du Niger a parlé. Il a parlé dans 3-4 langues. Qu'est-ce qu'on découvre? Notre président dit qu'on l'a appelé de dehors pour lui dire voici celui qu'on veut qu'il soit président, premier ministre et président de l'Assemblée. Donc pour ceux qui disent que ce sont nos partenaires, s'ils ont les trois là, le reste des Maliens, ce n'est pas leur problème. Il leur a dit cette fois-ci, c'est moi-même qui vais être président. Amaba, c'est fini. Le président du Niger, pendant qu'il y avait la crise, il y a un pays européen qui s'est levé, qui dit qu'il va aller faire la médiation. C'est le président français qui l'appelle pour dire il ne faut pas appeler. Le Niger, ce n'est pas pour vous. Le Niger, c'est pour nous. Donc on est allé jusqu'à faire croire à certains pays que pour parler aux Africains, là, il faut aller chez quelqu'un. Depuis 2021, moi j'ai réuni les ambassadeurs. Je leur ai dit qu'on ne travaillerait plus avec le Mali par procuration. Terminé, ça c'est 2021. Ces choses-là, il faut qu'on les comprenne. Si les leaders politiques, les leaders militaires, là, ils n'ont pas le soutien politique de leur vision, c'est une affaire qui va s'étouffer dans 5, 10, 15 ans. Parce que les autres, ils ne baissent jamais les gars. Jamais. Vous voyez, l'outre-prudence, il les pousse jusqu'à ce que des hauts responsables, des renseignements, vont dans les chaînes pour dire ce qui s'est passé au Mali, au Niger, au Burkina, c'est parce que les militaires ne viennent pas en France en stage. Devant les sénateurs. Si un sénateur donne 30 bourses, je connais les militaires auxquels on a donné. Des gens disent là-bas, ces pays-là, il faut passer par une autre, il faut éliminer leurs dirigeants. Parce que l'ancienne formule ne marche plus. Vous voyez des gens qui s'assoient à la télévision pour appeler au meurtre du président d'un autre pays. Mais ça, c'est quoi ça? Ou bien, on nous enlève le haut représentant pour la politique extérieure de l'Union européenne, Joseph Borrell. Le ministre russe passe sur nous des Affaires étrangères. D'ici, il va en Afrique du Sud. Il dit oui, les Africains là, c'est des gros enfants, on peut les tromper, on peut les manipuler quand on veut. Il n'a même pas honte de le dire. Un ministre des Affaires étrangères. Et voilà ce monsieur, quand il y a eu le coup d'État au Gabon, il se précipite à Tolède pour réunir les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'Union européenne et leur dire, vous savez, en Afrique là, on a des intérêts, il faut qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Au Gabon là, on savait déjà qu'il y avait des problèmes. Donc le coup d'État au Gabon est bon. Ils sont d'accord, les autres sont mauvais. On a des intérêts chez les autres, il faut aller voir. Mais pourquoi cet enfantillage? 2 semaines après, le monsieur débarque au Ghana, 600 millions d'euros. Pas pour faire des routes. Il y avait l'inondation là-bas, il y avait tout. Il dit non, c'est pour lutter contre le terrorisme. On donne 40 milliards de francs CFA pour acheter des armes chez eux, pour lutter contre le terrorisme qu'eux-mêmes ils ont amené. Mais ces gens-là nous prennent pour qui? Ça, il faut que les intellectuels africains s'organisent et se lèvent. Cette prise de conscience, nous sommes là depuis 4-5 ans. Parce que leur rôle, c'est avoir dans la minorité là, les militaires, les politiques, les juges, une oligarchie là, qui volent l'argent, qui font ce qu'ils veulent, et vous levez un militaire, on te casse les reins. Tu voulais faire un coup d'État, on te remplace. Un civil, on montre les journalistes contre toi, on te détruit politiquement. Et la minorité garde le pays en otage. Nous ne voulons plus de cela. Et c'est pour cela que je voudrais que vous compreniez très bien. Chaque fois que notre État veut faire quelque chose, nous nous fixons nos objectifs, qu'est-ce que nous voulons. Parce que c'est ce que les autres font. Nous, ils viennent nous embobiner avec de gros termes. Pays pauvre très endetté, pays en voie de développement, pays émergent, gestion par accès sur le résultat. On est en train de danser. Mais quel est l'objectif? Et ils ont un objectif. Nous recoloniser. Par quoi il faut passer? Avant, on partageait l'Afrique, on dit qu'on amène la civilisation. Les Anglais disent civilisation, commerce, c'est autre chose. Les Français disent mission civilisatrice. Après, il y a eu la guerre mondiale. Ils ont amené les Noirs parce qu'on leur a dit que les Noirs n'étaient pas courageux. Ceux qui ont montré leur vrai visage, on sait ce qui leur a advenu.
Après, on a dit les indépendances. Tous ceux qui voulaient aller à l'indépendance directement pour changer, c'est le premier ministre français, Pierre Messmer, qui l'a dit. Ils les ont éliminés, politiquement ou militairement. On a brûlé des villages entiers. On a déterré des milliers de cadavres pour les brûler, pour que la cendre, pour que les organisations de droits de l'homme ne voient jamais. Mais celui qui a fait ça, chez eux, c'est un Dieu, parce qu'il a fait ce qu'eux, ils voulaient. Pourquoi chez nous, on vient toujours nous mettre dans la tête, lui, il est dictateur. Même Mobutu Sese Seko, il a été dictateur quand? C'est au moment où il servait les intérêts des Occidentaux. C'est la plaque tournante dans la lutte contre l'Occident et les pays de l'Est. Et quand on n'a pas eu besoin de... On a dit que c'est un dictateur et tous les Africains se mettent à chanter le grand dictateur, le grand dictateur. Nous, il nous faut des objectifs. Notre objectif, c'était atteindre ce que nous voulions. Avoir un État indépendant, un État souverain qui est géré suivant l'article 34 de notre Constitution, qui étaient des mesures édictées par le président de la transition avant, mais maintenant c'est dans la Constitution. Premièrement, il faut savoir que le Mali est un État souverain. Deuxièmement, que personne ne se mêle plus de nos affaires pour nous dire avec qui on doit travailler. Et troisièmement, tous les cadres qui sont dans les postes. Interrogez-vous toujours dans ce que vous faites. Est-ce que les intérêts supérieurs du peuple malien sont défendus? Tout État qui respecte ça, on est avec lui. Celui qui ne respecte pas ça, dire que c'est des ennemis, c'est des amis, tous les États défendent leurs intérêts. À des moments donnés, il y a des choix. Nous avons fait des choix qui ne plaisent pas à des gens. Nous, nos partenaires d'aujourd'hui, la Russie, la Turquie, la Chine et d'autres, ils ont leur choix qu'ils ont fait. Il a correspondu à nôtre. On est ensemble. Nous étions des drones turcs. Est-ce qu'on allait, les terroristes et leurs compagnons et leurs sponsors, on n'allait pas les chasser? La preuve, c'est que la nuit, ils doivent quitter. On s'est donné un rendez-vous à 8h, on vient rendre compte à lui qui sont partis depuis 6h. Mais tous les jours, là, la nuit, ils ont transmis tous les blindés aux terroristes. Et avec les drones que nous avons détruit tous ces blindés-là. Ils ont miné toute la ville de Kidal. On a détricoté tout ce qu'ils ont fait. Notre armée, nos chefs militaires ont écrit une lettre d'or. Quelque chose qu'ils doivent enseigner dans les grandes écoles militaires. Mais si on n'avait pas ces partenaires, quand un pays voisin qui croit que le Mali c'est leur paillasson et allait faire son numéro aux Nations Unies pour nous bloquer, mais c'est le président russe qui a posé son veto pour soutenir le Mali. On ne peut pas venir nous dire, vous devez choisir ça. Personne ne nous indiquera notre choix désormais. On n'a personne contre nous, on n'a personne avec qui on est comme ça. Les pays défendent leurs intérêts. Et notre peuple, le président nous l'a dit, Teria Talao. Nous, comme Joseph Borrell a dit, les Africains, ils vont à Paris, on les reçoit à l'Élysée, on descend avec les carrosses, on les tape les épaules. Là où il y a un bonnet derrière, il n'y a rien. Nous, Icam Bonnet, ce n'est pas parti pour ça. On veut qu'on règle nos problèmes. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, je vais terminer en vous disant, toute l'Afrique nous regarde. Tout le monde entier nous regarde. J'ai rencontré des Africains qui sont dans un grand pays. Ils ont mis des experts, une commission pour étudier les cas du Mali. Est-ce qu'ils vont réussir? Il me dit que lui, il leur a dit qu'ils vont réussir. Une majorité a dit non. Les Africains, ils vont se souffrir dans 2, 3, 5 ans. Peut-être qu'ils n'arriveront pas. Il me dit faites tout pour réussir. Si vous réussissez, c'est une nouvelle phase dans l'histoire de l'Afrique. Si vous échouez, Dieu nous en garde, on est tous foutus. Donc il faut que les Maliens soient conscients que vos problèmes sont les problèmes de l'Afrique, sont les problèmes du monde, sont des problèmes géopolitiques, géostratégiques et tout. Donc rien ne doit nous distraire. L'autre chose, c'est que chez les Africains, on a un problème. Même les dents d'une même bouche se chamaillent. Chez nous, dès que les gens ne s'entendent pas, au lieu de régler les contradictions pour avancer, les contradictions s'érigent en antagonisme pour se détruire. Je donne le cas du Soudan aux uns aux autres. Les Occidentaux ont fait combien d'années pour diviser le Soudan? Ils y sont parvenus en 2011. Après, ils voulaient avoir ce que vous savez. On a poursuivi
le président en 2019, des femmes, des jeunes, démocratie sont sortis. On a renversé le truc. On a mis des militaires et des civils ensemble, comme chez nous maintenant. Après, les civils là ont été catapultés. Et puis les militaires maintenant, les contradictions, au lieu de s'asseoir les régler, ils les ont rédigés en antagonie. Ils ne sont pas en train de se tuer maintenant. Même le ramadan là, il y en a qui ont dit qu'eux, ils vont continuer la guerre. Personne ne parle plus de démocratie. Parce que ceux qui font, ceux qui étaient indépendants, on est venu dire qu'il faut la démocratie. Les résultats, on a cassé les États, on a cassé les armées, on a cassé les écoles, on a déstructuré l'État, puis on est venu parler de terrorisme. Les terroristes qui étaient confinés au nord du Mali. 50 000 forces étrangères viennent au Mali. Et ça s'étend jusqu'en Afrique de l'Ouest. Et vous avez des présidents africains qu'on met en commission. Oui, moi je ne peux pas faire des photos avec le président malien, le président du Burkina Faso, c'est un militaire. Mais les mêmes missions, on le voit trois dans les réseaux en train de faire une photo avec un autre président militaire parce qu'on l'a commissionné. Mais ils ne vont jamais vous respecter comme ça. Ils avaient leur agenda. C'est pourquoi quand certains viennent dire à quelqu'un, je dis, hey, il y a l'agenda de Dieu et l'agenda des hommes. Tout ce qui fréquente pour tromper leur peuple, en tout cas au Mali, ils vont avoir honte. Il y a 4 ans, qui pensait qu'Hassimi Goïta était président de la transition? Qui pensait que moi j'allais être Premier ministre? Ça, c'est l'agenda de Dieu. Ceux qui avaient prévu d'être là, Anta Dobeyorome, c'était un fille. Donc, il faut être clair. La transition, là, il faut être chevillé à son objectif. Tout ce qui peut nous distraire, là, engagement faut caper. Il ne faut jamais rentrer dans les contradictions. Parce qu'aujourd'hui, les adversaires du Mali, ils sont rentrés dans une logique. Un pouvoir politique, quand on veut le faire tomber, ce n'est pas un secret. Vous faites la fissure au sommet, ou vous le coupez de la base. La base, nous allons veiller comme l'impunité de nos yeux. Ils ne vont pas nous couper. Le peuple, c'est le centre de gravité du pouvoir. Le sommet, là, ils sont en train de tourner comme des charognards. Ils ne verront pas la fissure. Et c'est ça leur espoir. La troisième chose, c'est qu'au Mali, en Afrique, on nous a mis dans la tête qu'il faut des élections. Appelez-moi un de ces pays qui a commencé à se construire par des élections. Aucun d'entre eux. Il fixe un système dans lequel tout le monde rentre. C'est les règles du jeu de ce système, c'est dans ça que vous évoluez. Aux États-Unis, on ne parle de 2 candidats. Il y a beaucoup de Maliens qui pensent qu'il n'y a que les 2, mais il y a des candidats là-bas. Le candidat du Parti communiste, il est incarcéré pour plus de 40 ans, il ne sort jamais. Son seul tort, il a dit que les Indiens doivent avoir les mêmes droits que les autres Américains. Comme Mandela en Afrique du Sud. Parce qu'ils ont fait le système. En France, c'est la même chose. En Angleterre, qui va aller dire qui va destituer la reine? Même quand la reine se trompe, c'est à elle de se corriger. Elle garde juste ses titres de popularité. Mais chez nous, vous entendez le mot régime. Le régime malien. Le régime de ceci. Mais chez eux, on ne parle jamais de régime. Parce que chez nous, il y a des équipes qui cherchent à durer au pouvoir, qui jouent leur survie. Ils ne viennent pas pour régler les problèmes. Et c'est ces équipes-là qui veulent. Et ils nous mettent dans la tête qu'il faut des élections. Les 2 hommes les plus illustres dans l'histoire de France, ils sont venus sans faire des élections. De Gaulle ne s'est jamais fait élire au début. Napoléon ne s'est jamais fait élire. Quand on fait la liste des droits de l'homme, vous voyez dans les livres, Mao a fait ceci, Staline a fait ceci. Mais chez eux, là, ils n'en parlent jamais. Toutes ces grandes nations, quand vous fouillez dans leur histoire, les hommes de référence, là, si vous les ramenez à la situation d'aujourd'hui, c'est des criminels. Mais ils ne le disent jamais. Pourquoi chez nous, on doit être toujours dans ces histoires, élections. Et regardez Haïti. Haïti en Amérique du Sud. C'est le premier pays indépendant qui a fait la guerre pour avoir son indépendance. Ils sont jusqu'aujourd'hui dans les élections. Le premier se fuit, on le tue. Élections, ils ont fait plus d'élections que dans tous les pays du monde. Jusqu'à présent, il y a l'insécurité. Les gens n'ont pas à manger, n'ont pas à boire. Ça veut dire que l'élection, c'est une dimension de la démocratie. Mais nous faire croire que sans les élections, il n'y a rien. Les élections ne peuvent pas résoudre seules
les problèmes d'un pays. Je viens de vous en donner l'exemple. Et enfin, je termine pour vous dire, l'AES, prenons-la comme la première de ses yeux. La pratique, tout ce que nos leaders vont dire ou faire, transformons-le en théorie. Enseignons à nos intellectuels, à nos cadres, à nos jeunes, à nos universités. Demain, ils ne seront pas là. Nous ne serons tous pas là demain, peut-être pas l'âge, d'autres parce qu'ils ont changé, parce que pour eux, les Africains, là, ils ne peuvent pas durer. Quand il faut 5-6 ans, ils vont changer. D'autres vont atteindre par l'âge, mais si ces idées-là pénètrent la population, notre peuple va tenir. Il va toujours sécréter des enfants qui vont lui restituer son honneur et sa dignité. Depuis 2018, je l'ai dit aux Maliens, la vidéo circule. J'ai dit, je ne sais pas dans notre génération ou non, des Maliens vont sortir qui vont nous restituer notre honneur et notre dignité. Seydou Badian Kouyaté, c'est lui qui a écrit l'hymne national du Mali. Il l'a dit en 2019, avant de mourir. Il dit que les Français n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. On a tout le temps devant nous. En ce moment, il recevait notre président, on lui tapait sur les épaules, nous sommes des amis. Il dit que notre peuple va se réveiller un jour. Ibrahim Boubacar Keïta, on l'a renvoyé. Parce que moi, j'avais la conviction qu'il voulait, mais il ne pouvait plus. À TCO. Mais le 15 mai 2015, tout ce qui se rappelle de son altercation avec Hervé Latsous, ça vous rend fier d'avoir un président comme ça. Celui-là, il a pris le micro. Hervé Latsous est venu, secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations. Il était dans le complot. Donc la signature, là, c'était de façade. Il menace l'État malien. Il ne faut pas profiter du fait que certains n'ont pas signé pour aller les attaquer. Parce que la SEMA a refusé de signer. La SEMA n'a signé que le 20 juin. Et il a mis le poison de la division là-bas. Mais quand Ibeka est venu, Ibeka lui a dit, monsieur là-dessus, nous ne sommes pas des gueux. Nous avons une claire lecture des relations internationales. Soyez justes. Le Mali n'a jamais désobéi à ses engagements. C'est l'une des rares fois, moi je lui ai envoyé un message. Il dit, moi je me sens fier ce jour-là d'être Mali. Bon, la suite, vous la connaissez. Mais on a arrivé à un moment où des gens ont fricoté dans le gouvernement. 3 personnes ont vendu le Mali. Ils sont allés jusqu'aux Nations Unies, présenter un document qui organisait la partition du Mali. En juin 2016. Ce n'était plus possible. Plus possible. Aujourd'hui, nous avons la chance. Ces jeunes-là, quand ils ont arrêté la dérive, ils ont été sur tous les anciens chefs d'État pour les écouter. Quelques semaines après, l'ancien président Moussa Traoré, avant sa mort, il m'a appelé. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Parce qu'il me dit, c'est la dernière chance. Parce que lui, il est convaincu que c'est des patriotes. Et ils vont sortir le Mali de l'ornière. Il a dit, monsieur le président, tes enfants, ils ont choisi une voie anti-historique, anti-dialectique et anti-politique. Ah, vous les politiciens là, vous parlez, c'est gros, hein. J'ai dit, président, prenez 2 équipes qui vont en campagne. Vous faites campagne à votre équipe, vous gagnez. Une autre équipe vient, elle est contre vous, elle perd. Quand les élections finissent, vous dites à ceux qui vous ont dit de gagner, allez-y à côté, vous appelez l'autre pour lui dire comment on fait. Il dit, c'est dans ça qu'ils sont. Ils ne pourront pas avancer. Il y aura tôt ou tard l'impasse. Parce qu'on ne peut pas enlever la politique de la gestion d'un État. Les abeilles, là, des gens qui, comme des abeilles, chaque fleur, c'est bon, on vient, on fait. C'est pas ça qui construit un État. Un État, c'est une minorité déterminée qui déligne la ligne et qui arrive à convaincre la majorité de la suite. Mais des gens qui viennent, toi tu étais contre le président, le changement, tu insultais tout le monde, demain on te voit avec Assimi Goïta. Hier j'ai vu quelqu'un à la télé, il a dit tu n'as même pas honte de dire que toi tu donnes des conseils à Assimi Goïta. Mais tu étais conseiller spécial de Ibeka avant-hier. Quelques semaines après il est tombé malade, je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai dit ça au président Moussa, il m'a dit fiston, faites tout pour que ces jeunes-là n'échouent pas. Je ne sais pas combien je vais vivre. Il me dit, oui, je vais convoquer Assimi.
Ah, j'ai dit, président, tu n'es plus président. Hein. C'est Assimi le président maintenant. Il dit, bon, c'est mon fils, je vais l'appeler. Bon, entre-temps, il est tombé malade, il est mort. C'est pour vous dire que chacun d'entre vous, même Ibeka qu'on a fait tomber là, au début, avant qu'on prenne son régime dans les frasques, là, tout Malien, chacun d'entre vous, tous ceux qui sont chevillés au corps, ils ne vont jamais accepter ce qui s'est fait avec nous. J'ai rencontré à Tété le 17 mars, vendredi 17 mars 2012, 5 jours avant sa chute. Ça faisait 5 ans que des nafiki en Blagnowana. Parce que ici, là, quand tu es chef là, il y a trop de nafiki autour de toi. Donc, vous venez au Blagnowana. 5 ans. Ce jour-là, j'ai forcé pour aller. Quand je suis venu, je l'ai dit ce que je pense. Le nafiki qui a fait là, il ne parle même pas aujourd'hui, il m'entend. Parce que à Tounouna, c'est lui qui a été chargé de détruire l'Impère. J'ai dit, président, moi je suis venu vous dire quelque chose. Ces élections-là, même si vous les organisez, on va aller vous chercher, vous amener. C'est la libération du pays qui est prioritaire. On a échangé. Bon, on s'est quitté, je ne sais pas, c'est le chef, vous savez, le chef là, il a ses idées, c'est vous, si vous rentrez chez lui là, vous sortez avec ses idées, comme on dit. En tout cas, moi je suis sorti avec mon idée claire que ces élections-là, si on les fait, c'est fini pour nous. Arrivé à la porte, il me prend par la main. Il me dit, cousin, cette fois-ci, il est sorti des protocoles officiels. Il dit, tu sais, tout homme qui a tété le lait malien, toute personne qui a du sang malien dans ses veines, il y a des pays qui ne voudront jamais qu'il soit quelqu'un, qui ne voudront jamais le Mali. Il m'a dit le nom d'un pays, ça fait 6 mois. Leur président a refusé de parler avec eux. Simplement parce qu'il voulait imposer des choses au Mali, à Tété a dit non. C'est pour vous dire que chez nous, quels que soient les défauts des présidents, chacun, et c'est la même pour vous tous, a une malianité chevillée au corps. On est arrivé à une phase où le président de la transition et ses compagnons d'armes qui aujourd'hui ont allumé les choses, il faut que cette femme-là soit entretenue par notre peuple. Tout le reste des discours, des gens qui se lèvent, il y a des problèmes de place, il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes de nom, au Béfougoto. Le plus important aujourd'hui, c'est la consolidation du pouvoir de la transition, la réussite du changement pour le rendre irréversible et que demain, si quelqu'un d'autre veut, il n'a d'autre choix que d'aller dans le sens que le peuple veut. Merci bien. Et je voudrais, vous savez, je vais clôturer quand même parce que souvent les hommes politiques là, quand on vient dans notre terrain, on oublie les autres. Donc, mesdames et messieurs, c'est sur ces mots de gratitude et d'encouragement que je déclare ouverte la semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État.